Je veux dire, quand il a le vieux routier ivrogne qui gueule parce que son gamin fume du hashish sur le cabinet. Tant que tu écoutais Mick Jagger et les Browning Stones, je dis rien. Mais que tu fumes du haki, non! Santé Michel. Santé les amis, bon apéritif. Bon appétit, mon Cyril. Bienvenue à toutes et tous à l'apéro du chef. Aujourd'hui, l'apéro du chef, ça va être forcément sous le signe de l'entrepreneuriat. On reçoit Michel Balestra qui a donc créé sa société Balestrafic. Est-ce que tu peux te présenter, Michel? Alors Michel Balestra, je suis déménageur. C'est une activité qui me plaît beaucoup parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le déménagement est une tâche complexe avec des montages, remontages, chargement des véhicules. Et puis la logistique est une activité dynamique, avec toujours le besoin de se remettre en question, de faire face à des impondérables, des douanes, des pannes, de la circulation. Les douanes, donc tu fais du déménagement aussi à l'international. À l'international, donc dans toutes les activités que j'ai pratiquées, j'en ai pratiqué quelques-unes, la logistique, le transport et le déménagement, ce sont mes activités préférées. Ok, parce qu'en fait c'est balèze ou Balestrafic, c'est quoi, il y a un jeu de mots là-dessus ou pas? C'est Balestrafic, Oui. Mais ça fait 40 ans que j'essaye de rajouter un R pour en faire Balestrafric. Mais c'est très difficile parce que les marges dans le transport sont très importantes. Je fais ce clin d'œil parce qu'on a toujours la vision du déménageur, la glace, tout ça, mais en fait il ne doit pas être que balèze, il doit aussi avoir... Non, et d'ailleurs le physique du déménageur idéal, c'est 1m80, 80 kg, de manière à ce qu'il soit endurant, qu'il soit adroit, qu'il soit... Et c'est pas forcément l'armoire à glace. D'accord. C'est Patrick, quoi. Hein, c'est toi. Ah, 80 kilos. Ouais, les 80 kilos, je dois les frayer. Plutôt que la com, je pense que le déménagement, ça tirait bien. Ah, je pense, je vais essayer. On m'a toujours dit que j'avais un physique de déménageur. T'es le bienvenu. Les 3 premiers mois de formation, je te fais pas payer. Ah bah. J'en parle à mon physio avant. Comment ça t'est venu de... T'as toujours fait ça? Non, pas du tout. Moi, je suis un homme qui, comme avait dit Coluche, je suis victime d'un concours de circonstances. J'ai jamais rien choisi de ce que j'ai fait, mais les opportunités se sont présentées et puis je les ai saisies. Okay. Or, un cousin de mon papa avait racheté une entreprise de déménagement à Fernand-Blain. Moi, j'étais allé travailler comme agent municipal à la commune de Mérin quand j'étais en équipe nationale d'haltérophilie, parce que je faisais du sport. Ah, il y a quelques photos de toi, ouais. Et puis, comme je me suis rendu compte à l'époque, on n'était pas tous traités de la même manière, puisque j'ai fait 2-3 concours internationaux, puisqu'il est sorti sur la Russie ces derniers temps, etc. J'en avais une forte présomption. Et moi, je n'aime pas tricher. Donc, quand j'ai compris que c'était pas vraiment possible, je me suis dit ça sert à rien que je continue à faire 6 fois 4 heures par semaine d'entraînement pour arriver à rien. Bien sûr. Tu n'avais pas voulu faire ça parce que tu voulais pas franchir la barre, la ligne du dopage ou... Moi je ne supporte pas de ne pas dormir la nuit et que quand le téléphone sonne, j'ai peur que c'est parce que j'ai fait une faute. D'accord. Je suis un légaliste convaincu, je ne dépasse jamais la ligne. C'est mon assistante qui dit vous aimez être toujours du bon côté. J'aime être toujours du bon côté. Donc ça faisait sens que tu ne pouvais pas régater avec... Je ne suis pas un malin, je suis pas... mais j'ai eu du plaisir, ça a été une très très belle époque de ma vie, mais au niveau international, c'était pas jouable parce que les règles n'étaient pas communes, donc c'est comme ça. Mais c'est pas seulement les Russes, c'était la même chose avec les Finlandais pour le ski de fond, c'était la même chose avec les sprinters pour les Américains, les Chinois, et même avec les Américains pour le vélo, c'est plus tard, enfin bref. Donc voilà, mais
tant que tu as une activité locale et puis que tu progresses et puis que tu es entre amis, tu as un plaisir énorme. Et puis à un moment, tu regardes ton environnement et tu dis est-ce que c'est mon biotope ou c'est pas mon biotope. En l'occurrence, c'était pas mon biotope. Donc j'avais plus aucune raison de rester agent municipal à la commune de Mérin puisque j'avais choisi ce métier pour avoir de la disponibilité pour m'entraîner. On me faisait pas de cadeaux, mais je pouvais faire des heures supplémentaires, les accumuler, aller faire un stage, une fois en Bulgarie, une fois en Russie, une fois, enfin bref. Et puis je cherchais un nouveau job. Et j'ai rencontré ce cousin qui m'a dit, écoute, moi je t'engage, tu viens travailler avec moi. Et puis j'ai dit, ben, avec plaisir. Et on a travaillé ensemble. Malheureusement, il nous a fait un cancer de l'intestin. Il est mort à l'âge de 55 ans. Et puis en 1995, Didier Jeunecamp et moi, on a racheté l'entreprise à 50-50. Et puis nous sommes patrons depuis 1997. Okay. Jeunecamp, le traiteur? C'est le fils aîné de Charles Jeunecamp, qui était le traiteur, et son fils cadet Ghislain, qui est le frère de mon associé, a repris l'entreprise. Okay. Et le directeur actuel, qui est Arnaud Jeunecamp, est le fils de mon associé. D'accord. Okay. Et alors, comment c'était les premiers pas de l'entrepreneuriat? Quand on passe du championnat du monde de l'haltérophilie à des requins beaucoup plus quasi plus vicieux. Mon seul titre, c'est champion suisse. J'en ai eu quelques-uns, mais c'est mon seul titre. Champion du monde, c'était mon rêve. Non, mais pour moi, ça a été tout à fait agréable. J'avais fait une école de banquier de cadre à l'UBS. J'ai toujours été passionné d'économie. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai toujours été un leader, j'ai toujours aimé diriger, organiser, donc j'étais comme un poisson dans l'eau depuis le début de mon arrivée dans cette entreprise. Comme il se trouvait que j'étais à l'époque, parce qu'on ne peut pas avoir été, mais à l'époque en pleine forme physique, je pouvais encore donner des coups de main, faire 2-3 exploits, avoir un nom dans le métier, enfin bref, des choses qui t'assoient, qui t'installent, et puis qui font que tu es respecté, donc tout s'est bien passé. Dès qu'il y avait un piano, c'était pour toi, quoi. Allez hop. On le faisait volontiers. Ouais. Et quand est-ce que le virus de la politique t'a pris? Parce que... Là, c'est la même chose. J'ai encore été victime d'un concours de circonstances. Je lis un bouquin de Devec, qui était l'ancien patron de l'UBS, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Un banquier suisse parle. Et dans ce bouquin, il dit tous ceux qui ont un témoignage spécifique à amener parce qu'ils connaissent une profession doivent s'inscrire dans un groupe politique constitué, parce que s'ils ne le font pas et qu'ils ne relaient pas ce témoignage, ils ne doivent pas s'étonner que leur position ne soit pas prise en compte. Alors je réfléchis à ça, puis je dis mais il a raison. Donc nous, les transporteurs, on est l'activité la plus importante de l'économie. Quand on parlait pendant la crise financière de la rupture du trafic de paiement, s'il n'y a pas le transport de marchandises et le transport de produits finis, il n'y a pas de bons de livraison, il n'y a pas de facture, il n'y a pas besoin de paiement. Donc on est en amont du trafic de paiement. Et puis personne ne considère que c'est un secteur important. Alors que c'est un secteur essentiel. Alors que c'est un secteur primordial. Que dans chaque opération d'urgence, le premier problème qu'on a à résoudre, c'est pas d'obtenir les marchandises, c'est de les distribuer. C'est de les emmener. Donc nous sommes au cœur du processus économique et c'est un témoignage que j'avais envie d'amener. Donc par élimination, j'ai choisi le Parti libéral genevois parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus en phase avec mes idées, et puis je me suis inscrit. Et je n'avais rien à y faire, en fait, que d'apporter ce témoignage pendant les assemblées des délégués, ces choses-là. Et un jour, je déménage Philippe Joie, qui a été après conseiller d'État, mais qui à l'époque était architecte, qui avait un grand bureau d'architecte, et lui, il faisait du prosélytisme pour le Parti démocrate chrétien. Et il me dit, mais tu fais de la politique, toi? Et puis je lui dis, oui, je suis inscrit au Parti libéral. Alors il téléphone au secrétaire général du Parti libéral, qui était Bernard Perroux à l'époque, et j'ai Fausto Ambrosetti, qui était le recruteur du parti, qui débarque chez moi. Il me dit, tu prends la présidence de l'association de Mérin, tu te présentes au conseil municipal, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors j'ai fait ce boulot, on a
fait élire 5 conseillers municipaux, j'ai redonné un peu de jeunesse à l'association libérale de Mérin. Et un jour, puisque là j'étais président d'une association, je venais plus souvent au parti, Jean-Michel Gros, le vigneron, dit « Ah ouais, un déménageur sur la liste de la députation, ça ferait bien 1000 voix de mieux. » Et je dis, bon, pourquoi pas, je me mets sur la liste de la députation et je finis 14e sur 22, ce qui fait que j'ai fait 3 législatures comme député et puis que j'ai présidé le Grand Conseil et j'ai présidé le Parti libéral entre 91 et 93. Donc, voilà. Okay. Aujourd'hui, maintenant qui est devenu le PLR, quand tu vois ce que ça donne à Genève, ça te fait mal, ça t'enrage Écoute, le PLR n'était pas une idée qui me semblait pertinente pour 2 raisons. La première, c'est que le Parti libéral, comme son nom l'indique, est libéral et pense que tout ce qui peut, par subsidiarité, être mieux géré par le privé que par l'État, doit l'être. Il n'empêche qu'un libéral veut un État fort, régalien, qui fasse respecter des règles de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. L'État doit être fort pour un État libéral productif. Le radical a quand même le sentiment que l'État est plus important que ça. Et donc, culturellement, il y avait une différence. Et moi, j'ai jamais... Bon, je suis toujours inscrit au PLR, hein, je paye mes cotisations et je fais de la pub sur l'organe du parti, parce que j'ai évidemment de l'affection pour eux. Mais pour cette première raison, c'est une raison culturelle et philosophique, je pense que c'était une alliance délicate. Et puis la deuxième raison, c'est que comme dès qu'on a atteint le 7% de quorum, on a droit à un nombre de députés qui est proportionnellement plus important que le nombre de voix qu'obtient la liste du parti. De perdre une représentation de droite, ça fait perdre en pourcentage de députés au Grand Conseil. Donc un vieux radical de l'époque, Guy-Olivier Second, disait « On doit pratiquer la politique des 3 râteaux ». Libéral, radical et PDC, pour tenir tout l'espace politique. Et je pense que c'était intelligent et que d'imaginer qu'en se mettant ensemble on était forcément plus fort, c'était pas un pari gagnant. Ouais, non, parce que actuellement, malheureusement, la politique genevoise actuellement fait plus pleurer qu'autre chose. Parce que toi, du coup, en tant que déménageur, tu t'es mis au vélo, ou ils se sont mis au vélo. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours... D'abord, comme j'étais plutôt bon élève, on m'avait mis au collège Calvin, parce qu'à l'époque, c'était soit le collège classique Calvin en division inférieure, soit le collège moderne, soit le Grutli. Il y avait 3 options. Donc j'étais avec mon vélo 3 vitesses entre le Lignon et le collège Calvin 4 fois par jour. Donc moi, le vélo par tous les temps, je sais ce que c'est, et pendant des années. Donc, puis la rampe de Saint-Jean, la fausse côte de l'avenue d'Aïr, sous la pluie, sous la neige, je sais ce que c'est. Et il n'y avait pas les moteurs. Donc je pense quand même qu'avec l'automobile, on a amené des avantages de confort et de sécurité par rapport au vélo. Mais ceci dit, j'aime bien le vélo. Je me suis acheté un mountain bike électrique, ce qui me permet d'aller dans les bois, de régler l'effort en fonction de mon cardio-fréquence-mètre, de ne pas me mettre dans le rouge, de ne pas me mettre en danger et de m'entretenir correctement. Et je trouve que d'être à vélo dans un chemin forestier, on ne peut pas avoir un sentiment plus agréable. Donc je suis un amoureux du vélo. Mais je trouve que le vélo en ville, il est moins drôle que dans les bois. Non, c'était le petit clin d'œil parce qu'actuellement, tu dois, t'es une victime collatérale de ce qui se passe. Nous sommes tous des victimes collatérales de ce qui se passe. Le projet que nous avions signé, que j'avais supporté, était un projet qui visait à fluidifier les axes principaux grâce au centre de contrôle et au feu intelligent pour lesquels le Grand Conseil a investi 40 millions. C'était de demander à la Confédération prioritairement de nous donner le budget pour la traversée du lac, parce que Genève est une des seules métropoles de cette importance qui n'est pas contournée par les 2 côtés. Et donc il y a une logique. Hein. Et puis c'était
une fois qu'on a fluidifié ces axes structurants qui attirent les voitures qui roulent plus vite sur ces axes qu'ailleurs, de pacifier les quartiers et d'en faire des zones de mobilité douce et cyclable. Mais cette opération qui a été faite sans coordination entre les différents éléments nécessaires à la fluidité du trafic et à l'amélioration des conditions cadres offertes aux cyclistes, c'était fait à la hussarde et à l'arrache. Ah bah ça, j'imagine. Donc tu payes des cours de yoga, de relaxation à tes déménageurs actuellement, parce que j'ose même pas imaginer. Je vais te dire, politiquement, je me suis toujours battu et je veux toujours essayer de résister. J'ai toujours voulu qu'il y ait le libre choix du mode de transport, j'ai toujours voulu qu'on assure la fluidité du trafic, j'ai toujours voulu que les quartiers soient libérés, qu'ils soient dédiés à la mobilité douce. Mais comme entrepreneur, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Un entrepreneur n'a ni les moyens ni le temps de résister. Il doit s'adapter aux désirs de sa clientèle, il doit s'adapter aux conditions cadres économiques et il doit continuer, grâce aux nouveaux objectifs et à la nouvelle stratégie, à dégager de la marge, sinon il meurt. Donc voilà. Alors j'ai pris depuis 40 ans l'habitude de m'adapter vite pour pas m'énerver. C'est l'expérience qui parle et tout ça. Rien à voir du tout. Pourquoi l'éléphant dans ta communication? Il y a une époque où les publicitaires disaient que le logotype était plus mémorisable que le nom et que chaque entreprise devait trouver un logo comme le nid à Nestlé. Et puis, évidemment, en faisant un brainstorming, on a trouvé que l'éléphant était l'animal qui représentait le mieux le transport parce qu'au niveau de son volume et de son poids, il est imposant, mais on sait, pour l'avoir vu dans les cirques, qu'il est adroit, on sait qu'il est précautionneux, on sait que quand tu attaques pas sa femelle et ses bébés, il n'est pas agressif. Et puis on avait tous encore, à mon époque, je ne sais pas si les gens savent encore ce que c'est, mais dans l'idée, Babar et la vieille dame, etc. Enfin bref, où l'éléphant avait été rendu terriblement sympathique et agréable. Donc, il nous a semblé évident que l'éléphant était plus adapté à une entreprise de transport et de déménagement que la sauterelle ou la fourmi, même si la fourmi proportionnellement porte plus. Beaucoup, ouais. Non mais j'ai découvert ça et puis je voyais, vous aviez une peluche à un moment dans toutes vos communications, l'éléphant. On l'a toujours, parce qu'il y a 3 activités. Il y a le stockage, et ça c'est le stockage en grand, et puis tu as plein d'éléphants qui sont sur toute la surface. Il y a le déménagement professionnel, c'est le poids de l'expérience. Et là, tu as un éléphant plus volumineux qui semble pousser la barrière de l'impossible. Et puis il y a le déménagement en douceur, c'est le secteur privé, où c'est une pluche. Ça représente dans ton activité, c'est à peu près tout pareil, il y a un fer de lance. D'abord, on a une grosse activité de stockage qui représente 25% du chiffre d'affaires. Et puis après, le reste se partage en deux entre la distribution dernier kilomètre, parce qu'on a une plateforme de transbordement rail-route et route-route. Et justement, en fonction de la circulation à Genève, on a pensé que si on avait des clients venant de tous horizons et qu'on arrivait à faire des tournées cohérentes dans des quartiers qui sont des secteurs de circulation, notre productivité serait bien meilleure que si on doit rentrer et sortir et être retenu par des feux. Et puis ce concept a très bien fonctionné, donc on a un joli résultat. Parce qu'avec la productivité qu'on gagne par l'organisation, on paye le transbordement du rail au véhicule et puis on arrive à être compétitif. Tu pensais à tout ça, toi, quand tu pensais à une société de déménagement ou de transport? Pas vraiment. Hein. Ah non. Mais comme quoi, ouais. C'est jamais ce qu'on pense ou qu'on voit au premier abord. Est-ce que t'es... Bon, mais vous avez raison. Le déménagement est resté une activité beaucoup plus artisanale. Le transport, aujourd'hui, ça s'appelle la logistique, et c'est enseigné dans les universités. Je suis assez content parce que ça me donne une certaine notoriété. Mais le déménagement restera une tâche artisanale. Et le déménagement, il est limité par la résistance et la capacité de l'homme, et tu rentres toujours 10 à 15 mètres cubes par jour, suivant
les accès, et puis tu peux augmenter ton nombre de déménagements, tu ne peux pas améliorer ta productivité. Donc on reste dans une tâche artisanale pour laquelle le volume n'améliore pas la productivité, donc ne diminue pas le prix. Donc vous aviez raison de penser ça au sujet du déménagement. Okay. Est-ce que, oui, on disait que c'est resté très artisanal, du coup, tes déménageurs, est-ce qu'ils sont très forts à Tetris? Écoute, ça m'a toujours beaucoup amusé parce que tu sais que quand on évalue le quotient intellectuel, il y a 3 niveaux. Il y a le numérique, il y a l'alphabétique et il y a le spatial. Et j'ai toujours dit que mes déménageurs qui montent dans un appartement, qui mémorisent les formes de meubles et qui les commandent pour charger le camion, étaient au niveau de l'intelligence spatiale bien plus doués que certains profs d'université qui n'arrivent pas à mettre la cage de canari dans leur lada. Non, mais c'est clair, hein. C'est ce à quoi on pense. J'aime bien l'image, je les vois la cage de canari et je vois la lada. Non, mais tu te rends pas compte parce que quand tu... je me rends très bien compte. Quand tu fais ton propre déménagement, tu dis et puis quand tu vois les professionnels, tu dis ah ouais. Mais même rien que ça, quand on part en vacances, ma femme n'a jamais accès à la valise parce qu'il lui en faudrait 8, là où moi je mets tout dans une seule. Et elle n'y arrive pas. Donc oui, je dois avoir un coefficient spatial plus important que ma femme qui pourtant est bien plus diplômée que moi, comme quoi. Ou t'as peut-être moins de fringues. Non. Mais on n'ose plus disserter sur ce sujet des genres. Parce que ça devient tendu. Mais je dois quand même dire que j'ai souvent remarqué qu'on était un peu plus rationnel que la femme au niveau des bagages. Ah ouais, ça. Alors à ce niveau-là, moi je pense pas qu'il y ait de diffamation là. Non, mais voir ça par l'avocat. J'en connais pas. Mais moi le principe de l'apéro du chef, c'est que c'est un apéro et ça doit être sans filtre. Bien sûr, on va pas aller. Mais moi, c'est vrai qu'actuellement, si on doit faire attention à tous. Mais je plaisante. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'avec les combats féministes, chaque fois que tu la ramènes sur une différence de genre, et moi j'aime beaucoup la formule de Sacha Guitry qui disait « Mesdames, j'admettrai volontiers que vous m'êtes supérieure si vous cessiez désespérément de vouloir être mon égal. » Elle est magnifique. Et je trouve qu'elle est magnifique. Parce que c'est la complémentarité qui fait le bonheur de vivre. C'est pas une espèce de volonté de se singer l'un l'autre. Bien sûr. Mais non, alors moi, à ce niveau-là, actuellement, tu sais, il y a le BLM, donc Black Lives Matter, là-dessus, il y a les combats féministes. Je suis assez pushy sur le côté raciste parce que étant asiatique à Genève, je peux facilement parler de ça. Ouais. Et souvent, je prends le contreparti parce que j'aimerais des luttes intelligentes. Et ce qu'on fait actuellement, on fait du bruit. Tu penses vivre aujourd'hui? Imagine-toi que nous, les Italiens, en première génération, on l'a vécu en plein. Bien sûr. J'ai encore, en 1970, pendant la votation Schwarzenbach, un voisin qui disait à ma mère, « Madame Balestra, vous préparez vos valises. » Non, c'était dur. Les hommes ont toujours été durs. Les hommes avec un grand H, hommes et femmes. Et tu vas dans la cour de la récréation, si un type a un short et pas un jeans, les autres sont capables de se moquer de lui. Si un type a des sandales et pas des souliers fermés, les autres sont capables de se moquer de lui. Donc il n'y a pas qu'un problème de race, il y a un problème de méchanceté humaine et d'incompréhension à accepter la différence. Tout à fait. Du coup, toi qui... Alors j'adore parce que tous les jours, ou très très souvent, tu as ta pensée du jour, enfin ton texte du jour. Comment ça t'est venu et qu'est-ce qui t'inspire à écrire ça? C'est une histoire banale. Ma mère, qui a 85 ans aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, a commencé à avoir des problèmes de mobilité. Mes enfants lui ont mis un ordinateur avec Facebook, et puis elle a dit, mais moi je n'allume pas cet ordinateur parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur Facebook. Et j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, qui est assez exigeante intellectuellement, c'était une bourgeoise, fille d'industriel dans le Jura, enfin, bonne éducation suisse, propre en ordre. J'ai dit, je te ferai un billet tous les jours sur un sujet d'actualité, et mon frère et moi, on se relaye pour lui faire manger à midi, et puis on en parlera quand je viens à midi, et puis voilà. Donc j'avais commencé à écrire pour maman. Et pour maman, il fallait que je trouve tous les jours un sujet d'actualité et que j'essaye de l'empoigner un peu différemment que l'axe qu'a utilisé la presse.
Hein, Non, mais on sent que c'est ton cœur qui parle, Voilà, on sent que ça te tient au trip, et c'est ça qui me fait lire. Et je te l'avoue maintenant, tous les matins, j'attends où je me mets sur ton mur pour le lire. Je te remercie infiniment. Et avec le temps, effectivement, je me suis rendu compte que c'était pas viral, mais enfin, que j'avais une série de mes amis ou de connaissances qui me disaient « Ah, ton humeur badine, hein. » Les humeurs badines. Ouais, les humeurs badines. Mais je l'avais intitulé « Humeur badine » de manière volontaire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une thèse. Hein. J'ai entendu un truc sur la RTS en venant au boulot. On me dit la moyenne des salaires des patrons c'est 9 millions. Ça ne peut pas m'empêcher de faire un saut sur ma... C'est toi qui as pris la moyenne? Ouais. C'est toi qui as pris la moyenne? Moi, je l'avais baissé. C'est toi qui as baissé la moyenne. Tu parles mensuel ou annuel? Si c'est annuel, c'est bon, annuel. Tu dis, aujourd'hui, il y a une volonté d'énerver la population sur les gens qui ont de l'argent, sur la valeur des titres, sur la répartition de la richesse. Comment peut-on parler de l'augmentation de la richesse dans moins de mains sans parler de l'évolution des capitalisations des produits des GAFA qui sont mis gratuitement à la disposition des consommateurs. Je dis, mais on ne peut pas faire ça. Évidemment, c'est des produits qui n'existaient pas. C'est les plus grosses capitalisations boursières. Mais ça n'a rien à voir avec la richesse des capitalistes au sens Rockefeller de l'époque. C'est des mecs en t-shirt qui ont disrupté une activité et puis qui pendant un moment occupent l'espace et font de l'argent. Donc, et tout ça, à mon sens, ça doit être contextualisé parce que sinon, évidemment, celui qui prend 4000 balles par mois et puis qui n'arrive pas à s'en sortir et puis qu'on lui raconte que son daron gagne 9 millions, il doit se dire, c'est pas tout à fait normal. Patron, ouais. Alors, toute la question, c'est culturellement, comment fait-on pour remonter le courant et puis faire des consommateurs des consommateurs en leur faisant comprendre que le marché, c'est jamais que la consolidation de leurs actes d'achat et que collectivement, c'est eux qui décident. Bien sûr. Et ça, on l'a un peu oublié. On en revient à Coluche. Hein. Il suffirait qu'on arrête d'acheter quelque chose pour que ça arrête de se vendre. C'est exactement ça. Mais Coluche avait... il était très très... Il se pense que même encore aujourd'hui, c'est en avance. D'ailleurs, pour parler de la richesse, des capitaux, des GAFA, il disait aussi, il faut prendre l'argent aux pauvres, ils sont plus nombreux. Hein, tu vois. Je suis assez fan de ça. Mais il est parti il y a 20 ans. Il est parti il y a 25 ans facilement, ouais. Et c'est toujours d'actualité. Et c'est toujours d'actualité. Ouais, c'était une belle intelligence et puis c'était surtout une capacité de caricaturer la société. Et ça, c'est assez compliqué, mais il le faisait terriblement bien. Est-ce que tu penses qu'il le faisait aussi bien? C'est parce qu'à l'époque, c'était plus simple de le faire sans te prendre une volée par le... Il les prenait les volées, je crois qu'il les prenait. Ouais, mais est-ce que c'était pas aussi... Est-ce que la censure n'est pas devenue tellement importante? Je pense qu'il avait un talent assez exceptionnel. Je veux dire, quand il a le vieux routier ivrogne qui gueule parce que son gamin fume du hashish sur le cabinet, je veux dire, c'est incroyable cette caricature. Pinard, ça devrait être obligatoire. Ouais. Nous, on est, nous, on est patriotes. On a épongé les stocks. Vous n'êtes pas patriotes. Enfin, ouais, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Et puis le beau-frère dans la bagnole, puis la femme dans la baignoire de plâtre. Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette vague actuellement où on essaye, où on redore un petit peu le blason de l'entrepreneur? Tu sais, actuellement, c'est le gros truc à la mode d'être entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je constate avec plaisir que le taux de confiance dans les PME par la population, dans tous les sondages, est le meilleur taux de confiance, bien au-dessus des institutions, bien au-dessus de la politique et bien au-dessus des médias. Donc, mais je pense que ça a du sens parce que l'entreprise, c'est une réalité. Et puis, le chef d'entreprise qui arrive à la rendre pérenne, eh bien, il a un certain talent aussi. Il n'a pas besoin d'être génial, mais par contre, il a un certain talent. Et puis, j'ai pendant 10 ans été membre du comité de sélection de Genilem, les coachs pour les PME. Et je trouve que ce modèle est un modèle intelligent parce qu'il ne s'agit pas de financer l'entreprise,
mais il s'agit d'évaluer le business le plan et le projet, et puis de coacher pour ramener à l'essentiel. Parce que tout le monde veut réfléchir, tout le monde veut faire des calculs, tout le monde veut faire des feuilles Excel, mais personne ne veut aller sonner à la porte du client pour vendre le produit. On est bien d'accord. Et ça, c'est malheureusement, au niveau de l'orgueil, c'est un peu difficile parce que, évidemment, que si on veut vendre quelque chose à quelqu'un, il faut accepter que ce quelqu'un est supérieur puisqu'il peut t'apporter quelque chose et qu'a priori toi pas. Donc, c'est une démarche au niveau de la réflexion et de la psychologie que les gens ont de la peine à franchir. Alors, plus ça peut se généraliser, cette envie de faire de l'entreprise, plus je suis heureux. Mais j'ai quand même eu comme réflexion, après 10 ans à Genilem, que ce que nous avions fait de plus intelligent, ce n'était pas d'avoir augmenté le taux de survie de l'entreprise de 50 à 85%, mais c'était d'avoir empêché ceux qui étaient des rêveurs et complètement dehors du marché de dépenser leur épargne, l'argent de leur tata, l'argent de leurs parents, et que ça finisse par un drame social restreint, mais un drame social quand même. C'est ce que... Donc ça... Mais c'est quand tu cites Genilem, c'est vrai que je suis un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à des résultats, parce que c'est vrai que avec l'historique maintenant, on pourrait se dire mais quelles sont les super startups ou les super sociétés qui sont celles. Oui, et c'est ça. Et c'est tout ça, il y a rien. Et c'est ça que pour ça que je suis mi-figue, mi-raisin, mais vu de l'autre côté, vu tu dis bah oui, mais en fait on a sauvé beaucoup de gars qui se seraient plantés. Nous sommes 7 milliards sur cette terre. Nous avons 3 continents, 4 même. L'Inde, la Chine, l'Amérique et puis une partie de l'Europe qui est la Russie, où les États sont derrière les entreprises pour essayer de forcer la créativité, le marché, etc. etc. Et puis les résultats, il y en a combien? Des Bill Gates, et puis Steve Jobs, s'il n'y avait pas Bill Gates, eh bien, il n'aurait pas été sauvé, et puis enfin, bon. Donc ça ne fait pas beaucoup de grosses réussites impressionnantes. Mais par contre, tout ce tissu entrepreneurial qui donne à l'économie suisse une résilience qui a fait ses preuves dans chaque crise économique, parce que ces petites boîtes qui occupent une niche sont agiles, sont patriarcales, sont c'est pas un gros mot ça, patriarcal? Est-ce que c'est devenu un gros mot? Moi je trouve dommage que le paternalisme soit devenu un gros mot. Parce que les individus ont du plaisir à être pris en charge par quelqu'un qui est bienveillant. Qui est bienveillant et qui sait fixer un objectif qui soit clair et atteignable. Oui, puis je disais que le paternalisme était quelque chose qui me tenait à cœur et puis dont les gens avaient besoin, parce que ça implique de l'empathie, ça implique de l'autorité et les gens ont du plaisir quand ils travaillent dans ces conditions-là, contrairement à ce que... Et de savoir qu'il y a un leader qui est là pour prendre... Je pense que manager, c'est arbitrer les frustrations. Il faut que le curseur soit au bon endroit pour que tout le monde y trouve son compte. Le client ne doit pas payer trop cher, l'employé ne doit pas être exploité, et puis il doit rester de la marge. Donc le curseur doit être au bon endroit. Et un chef d'entreprise ne peut pas être aimé. Ce qui peut être, c'est considéré comme juste, être respecté, s'il sait arbitrer correctement. Et en cela, le paternalisme était quelque chose de tout à fait adapté. En parlant de quelque chose qui me tient à cœur, du coup, moi ce qui me tient à cœur, c'est de découvrir mon invité, et j'ai trouvé une formule que je trouve sympa, c'est le portrait chinois, où je vais te poser des questions, parfois brillantes, parfois qui ont ni queue ni tête, et les réponses, tu le fais comme tu le sens. Écoute, si c'est toi, elles seront toujours brillantes. Ah, merci. Tu vois, c'est si seulement. J'essaye d'adoucir les questions. Alors la première question, elle est pour tout le monde la même. Comment on devient chef? Je pense qu'on est chef. On est ou on est? On est chef. Il y a... Et je pense que Nietzsche avait raison à ce niveau, des dominants et des dominés. Il y a des gens qui aiment commander, dire on joue aux éclairs, machin, ou on fait la cuisine, maintenant on joue à la poupée. Et puis il y en a qui aiment bien suivre. Et puis il n'y a rien de pire pour un dominé que de devoir prendre un poste de management. Et il n'y a rien de pire pour un dominant que de devoir suivre
comme un mouton. Il ne s'agit pas de qualité, il ne s'agit pas de culture, il ne s'agit pas de niveau, il s'agit d'une aptitude psychologique. Est-ce que j'ai envie d'être dans le groupe ou est-ce que j'ai envie de me mettre devant et de diriger? Donc je pense qu'on a une aptitude naturelle et puis qu'on la travaille avec l'expérience. C'est Einstein qui avait dit très joliment, la formation, c'est l'expérience. Le reste, c'est de l'information. Et donc, j'aime beaucoup cette définition-là. En tant que chef d'entreprise, tu es plutôt du genre sadique ou masochiste? C'est un mix des deux en permanence, parce qu'il y a des moments où il faut monter le ton, et puis on pourrait croire qu'on est dans une dérive autoritaire qui pourrait être mal qualifiée par des gens mal intentionnés. Et puis il y a des moments où il faut supporter des choses qui sont quasiment insupportables. Tu en parlais dans le cadre de cette discussion, quand tout à coup on te met des contraintes de circulation qui te diminuent de 30% ta productivité d'un coup d'un seul, de manière arbitraire, tu as vraiment l'impression que tu es masochiste quand tu le supportes. Si tu étais un record. Si j'étais un record au sens sportif du terme, Ouais. quel record me plairait? Peut-être le tien. Non, je pense que ce serait soit le record du 100 mètres, soit le record du saut à la perche. Parce que je trouve qu'ils ont une très grosse élégance et puis une très grosse force et une très grosse vivacité. Okay. Qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Alors je chante pas sous la douche parce que je me lève à 5h30 du matin et puis j'essaye déjà de tenir mes yeux ouverts. Mais si je chantonnais, ce serait des chansons françaises classiques que j'aime bien. Mais je ne chante pas sous la douche maintenant. Avec quelle musique ou chanson tu décompresses? C'est assez compliqué parce que des musiques classiques agréables et bien faites comme Vivaldi, Mozart, c'est quelque chose qui détend. Et si je lis, parce que la lecture me décompresse puisque tu es obligé de rentrer dans l'histoire ou dans le sujet et que tu arrêtes d'avoir la petite ritournelle qui tourne dans ta tête et qui te crispe. Et si je suis en train de lire de la musique classique harmonieuse, je la trouve relaxante. Si tu étais un film. Si j'étais un film, mon film préféré, c'est Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. Son plus beau rôle, je crois. Ouais, je trouve ça tout à fait magnifique. Et quand il est avec Roger Hanin et que le beau-fils lui dit « Mais tu te prends pour Léon, mais tu te prends pour qui, etc. » Enfin bref, tu crois que tu es tout seul. Prends Roger Hanin, puis il est bientôt prêt, le petit. Je trouve ça magnifique. Si tu étais une gourmandise. Si j'étais une gourmandise, moi j'aime la meringue, vermicelle, crème chantilly. Vermicelle. Mais la meringue, il faut bien se souvenir que c'est du blanc d'œuf, donc c'est que de la protéine. C'est bien clair. C'est l'haltérophile qui parle. Comment se donner bonne conscience? C'était un sport, du coup? Moi, j'aurais rêvé d'être pilote moto. Ok. T'en fais? Oui, j'ai toujours fait de la moto. Mais très franchement, quand j'avais deux sports que j'aimais beaucoup étant gamin, c'était la moto et puis j'avais Agostini sur un mur de ma chambre. Et puis c'était la boxe, et puis j'avais le championnat du monde Benvenuti Griffiths sur un autre mur de ma chambre. Et la boxe me plaisait beaucoup, mais je pense pas que j'aurais été assez courageux pour la boxe. Mais par contre, la moto, je pense que j'aurais été assez courageux. Mais comme en vitesse, le poids est rédhibitoire, j'ai toujours été lourd. Donc voilà, j'ai fait de l'haltérophilie, c'était plus adapté. Une personnalité avec qui tu aimerais refaire le monde et peut-être une actrice avec qui plus y affinité.
Alors, Ou une comédienne. j'ai un philosophe, c'est Friedrich Nietzsche, et puis j'ai un économiste philosophe, c'est Friedrich August von Hayek. Ça, c'est deux personnalités que j'aurais aimé pouvoir côtoyer. Pour Nietzsche, c'était impossible parce qu'il est devenu fou bien avant que je sois en âge de pouvoir discuter avec lui. Mais par contre, Friedrich von Hayek est mort il y a à peine une vingtaine d'années, et puis j'aurais pu le connaître. C'est pour moi l'économiste libéral, humaniste, le plus proche de la réalité. Il a écrit Droit, législation et liberté, que tous ceux qui veulent savoir ce qu'est le libéralisme commandent ce livre et le lisent, ça leur fera beaucoup de bien. Et une actrice, une comédienne, une célébrité avec qui passer une soirée agréable? Quand j'étais gosse, je flashais sur Catherine Deneuve, Marlène Jobert. Moi, c'est sa fille. Ouais. Non, mais c'est des filles que je trouvais jolies, sexy, à des périodes différentes. Brigitte Bardot aussi. Dans Les dieux créent la femme, je trouve qu'elle est assez désirable. Je me serais pas contenté d'une, je suis désolé. On reconnaît les Picuriens, les Denistes. Tu croises le gamin que tu étais à 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, réfléchis bien à tout ce que tu vas faire. Et sache que tu as une chance extraordinaire. C'est que si tout va bien, tu as du temps devant toi. À tous nos auditrices, auditeurs, jeunes, entrepreneurs, un conseil pour leur carrière future. Vivez au plus près de vos sentiments. Essayez d'atteindre un objectif impossible, c'est d'être heureux. Tu l'as atteint? C'est séquentiel. La vie est une succession de drames et de bonheurs avec des intensités diverses. Et il y a des moments de grand bonheur et il y a des moments de grand désespoir. Et je crois que personne ne peut éviter ces choses-là, ou alors c'est un fiefé menteur. Mais si on doit désirer quelque chose, et si je souhaite quelque chose à ceux que j'aime, c'est qu'ils soient. La soirée parfaite pour toi, c'est repas entre les amis, virer à la campagne, boîte de nuit, pump it up. Non, j'ai jamais été boîte de nuit pump it up. J'aime bien une discussion entre amis autour d'un bon repas. J'aime bien une soirée cinéma couché dans ma chambre à coucher en m'endormant au milieu du film. Enfin, ça dépend. J'ai des moments où j'aime certaines choses, d'autres où j'aime d'autres choses. Mais j'ai un volume d'activité qui fait que j'ai besoin de récupérer. Et puis que quand je peux arrêter de réfléchir et m'endormir, j'ai du plaisir. Si tu étais une bêtise, faites la pire bêtise du monde, je serais communiste. Et si tu étais un mot de la fin de l'apéro du chef? Eh ben, bonne chance à l'apéro du chef et que tous ceux qui m'écoutent soient heureux. Super. Merci à toi, Michel. Santé à vous, merci. Santé.